Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse aux problèmes de transport. Commençons par donner un petit exemple. Une entreprise fabrique un médicament dans 3 laboratoires, L1, L2, L3. Ce médicament est ensuite expédié à 5 centres de distribution, je nomme C1, C2, C3, C4 et C5. Le laboratoire L1 dispose de 240 unités, L2 de 160 unités, L3 de 260 unités. Le centre C1 fait une demande de 120 unités. Le centre C2 demande 130 unités. C3, 145 unités. C4, 125 unités. Et C5, 140 unités. Le coût unitaire de transport entre chaque laboratoire LI et chaque centre CJ est donné par le tableau que vous avez devant vous. Par exemple, le coût unitaire de transport entre le laboratoire L2 et le centre C4, c'est 6. Le coût de transport unitaire entre le laboratoire L2 et le centre C5, c'est 7. Le coût unitaire de transport entre le laboratoire L3 et le centre C4, c'est 9. L'objectif est d'acheminer à coût minimal ce médicament des 3 laboratoires aux 5 centres. Maintenant, on va donner une définition du problème de transport, définition un petit peu plus générale. Une quantité d'un produit P doit être transportée de M source vers N destination. Pour notre exemple, le M c'était 3 et le N c'était 5. L'objectif, c'est déterminer la quantité XIJ envoyée de chaque source I vers chaque destination J, tout en minimisant le coût total de transport. Mais il faut aussi respecter les contraintes. Offre limitée au niveau des sources, obligation à satisfaire les demandes des destinations. Le problème de transport peut être modélisé sous forme d'un problème linéaire continu, sous la forme que vous avez devant vous en rouge. Minimisation de Z qui est exactement la somme sur I, la somme sur J des CIJ, XIJ, telle que la somme des XIJ sur J est inférieure ou égale à I, la somme des XIJ sur I est supérieure ou égale à BI, et les XIJ positifs pour tout I appartient à I et J appartient à grand J. Ici, le AI, c'est exactement la quantité disponible dans chaque laboratoire et les BJ, c'est exactement la demande requise dans chaque centre. Le problème de transport n'a de solution que si la disponibilité totale est au moins égale à la demande totale. Alors, pourquoi ça? Si jamais j'ai une demande de 1000 unités et que moi je dispose seulement de 800, alors le problème ne peut pas être résolu. Il n'a pas de solution. Alors pour avoir une solution, il faut que la demande soit inférieure ou égale à la disponibilité. Le problème de transport est dit équilibré s'il y a égalité entre l'offre et la demande. Alors si le problème n'est pas équilibré, on doit créer une destination fictive. Bien sûr, cette destination fictive aura comme demande l'excédent de l'offre par rapport à la demande et aussi le coût de transport pour cette destination va être nul. L'algorithme de transport est basé sur l'algorithme du simplex, mais en tenant compte de la structure de ce problème. On va voir comment ça marche. Premièrement, puisque c'est un algorithme, ça demande une solution de base initiale. Donc, premièrement, on va chercher une solution de base réalisable initiale qu'on va noter SBRI, solution de base réalisable initiale. Avec l'algorithme de transport, on va construire itérativement des solutions de base réalisables dont le coût est de plus en plus faible. Donc, au fur et à mesure
qu'on va diminuer le coût de transport, ça nous donne des solutions réalisables de plus en plus intéressantes, de plus en plus intéressantes. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter dès qu'on ne peut plus diminuer le coût de transport. Et dans ce cas-là, la solution qu'on va obtenir, ça va être la solution de base réalisable optimale, qu'on va noter SBRO, solution de base réalisable optimale. Généralement, lorsqu'on fait les calculs à la main, ces calculs-là sont effectués sur des tableaux de transport qui sont constitués par une ligne pour chaque origine, une colonne pour chaque destination, deux rangées marginales décrivant l'offre et la demande, et aussi, il doit comporter le coût unitaire de transport CIJ de chaque origine I vers chaque destination J, qui sont reportés au coin supérieur droit de la case IJ associée. Voyons, pour notre exemple introductif, nous avions trois laboratoires L1, L2, L3, 5 centres C1, C2, C3, C4 et C5. Nous devons mettre ici les coûts de transport entre le laboratoire L2, si vous vous rappelez, entre le laboratoire L2 et le centre CKCT6, entre le laboratoire L3 et le centre CKCT9. On ajoute aussi une ligne pour les demandes de chaque centre. Le centre C1, ça demande 120, C2, 130, C3, 145, C4, 125 et C5, 140. On ajoute aussi une colonne pour l'offre. Le L1, le laboratoire L1, il offre 240, L2, 160 et L3, 260. On ajoute ici la somme. Donc la somme ici, c'est étant 660 et celle-ci aussi, c'est 660. Donc notre problème est équilibré. Si jamais le problème n'était pas équilibré et que l'offre excédait la demande, dans ce cas-là, on aurait dû ajouter une colonne C6 où les coûts sont nuls, les coûts de transport sont nuls, de chaque laboratoire vers cette destination sont nuls, et que la demande de ce sixième centre va être exactement l'excédent de l'offre sur la demande. Le coût total Z associé à une solution de base réalisable s'obtient comme étant la somme des produits des coûts CIJ vers XIJ. Donc, c'est la somme sur I, la somme sur J des CIJ, XIJ. C'est ce que nous avons mis tout à l'heure au niveau du problème quand on a voulu le mettre sous forme d'un modèle linéaire continu. Voici le Z. C'est la somme sur I, la somme sur J des CIJ, XIJ. Alors, si jamais nous avons M lignes dans notre tableau et N colonnes, dans ce cas-là, le tableau de transport va comporter Mn cases. Ces cases-là sont divisibles en deux. Donc, il y aura M plus N moins 1 case de base et Mn moins M moins N plus 1 case hors base. Vous remarquez que si nous faisons la somme de ces deux-là, on retrouve exactement M fois N. Maintenant, on va essayer de donner une méthode pour trouver une solution de base réalisable initiale. Première méthode qu'on va considérer, c'est la méthode du coin nord-ouest. Alors, on va considérer bien sûr la cellule située dans le coin le plus haut à gauche, ce qui est coin nord-ouest. On va affecter à cette cellule la quantité de produit maximale et puis ajuster l'offre et la demande. Après, on va se déplacer d'une cellule vers la droite si l'offre n'est pas épuisée et vers le bas si la demande n'est pas satisfaite. Et on va après répéter ceci jusqu'à ce que l'offre soit toute allouée. Par exemple, alors voici notre tableau de transport. On commence ici. Voici la case de départ que nous avons mis ici, celle qui se trouve dans le coin le plus haut à gauche, nord-ouest. Alors, j'ai une demande de 120 pour le centre C1
Et pour le laboratoire L1, j'ai 240 au niveau de l'offre. Donc, je peux mettre ici 120. Donc, c'est la quantité la plus haute possible parce que le centre C1, il demande 120. Je lui donne ce qu'il demande. Donc, en mettant ici 120, je sais que le centre C1 ne demande plus rien. Donc, je vais mettre des tirets ici et mettre que plus maintenant, puisque le centre C1 a obtenu ce qu'il voulait, je vais mettre ici un 0. Mais il faut équilibrer le tableau, puisque j'ai déjà donné au niveau, à partir du laboratoire L1, j'ai donné 120 unités au centre C1, donc il va me rester seulement 120. Alors, puisqu'il reste de l'offre ici, je vais me déplacer d'une case vers la droite. C'est ce que j'ai mis là. En me déplaçant vers la droite, je vois que le centre C2, il demande 130, mais moi, j'ai seulement 120. Alors, dans ce cas-là, je lui donne 120. Il ne me reste rien au niveau du laboratoire L1. Donc, j'ai mis des tirets ici, j'ai mis ici un 0. Mais le centre C2, il a obtenu 120, mais lui, il demandait 130. Donc, il reste 10 unités au niveau de la demande. Alors, puisque l'offre est épuisée, je vais descendre ici d'une case vers le bas. Alors, ici, j'ai le centre C2, il demande 10. Et moi, au niveau du L2, j'ai 160. Je vais lui donner ces 10 qu'il demande. En lui donnant 10 ici, il me reste, donc là, au niveau de la demande, c'est un 0. Donc, cette case-là est saturée. Et ici, au lieu d'avoir 160 au niveau du laboratoire L2, j'ai seulement 150 maintenant. Alors, du fait que l'offre n'est pas encore épuisée, je vais me déplacer d'une case vers la droite. Ici, le centre C3, il demande 145. Moi, j'ai 150 au niveau du laboratoire L2, donc je vais donner au centre C3 145 qu'il voulait. Et ce qui va me donner ici un 0. Cette case est épuisée. Et au niveau du laboratoire L2, il me reste 5 unités. Alors, je vais me déplacer d'une case vers la droite. Et le centre C4, il demande 125. Moi, j'ai seulement 5 au niveau du laboratoire L2. Je lui donne les 5 que j'ai et je vais rectifier le tir ici. Ça donne un 0. Cette case-là est épuisée. Et ici, au lieu de 125, il me reste seulement 120. Donc, au niveau de la demande de C4. Alors, du fait que l'offre est épuisée, je vais descendre d'une case vers le bas. Et ici, je vois que le laboratoire L3 il a toujours 260. On n'a pas encore utilisé le laboratoire L3. Et le centre C4, il demande 120. Donc, je vais lui je vais lui donner les 120 qu'il demande et avoir ici un 0. Et ici, il va me rester 140. Après cela, je vais me déplacer d'une case vers la droite et je vois que je peux satisfaire la demande du centre C5 car le laboratoire L3 a exactement la quantité voulue par le centre C5 qui est 140 unités. Et dans ce cas-là, j'obtiens ici un 0 et ici un 0, ce qui fait que j'ai terminé la méthode du coin nord-ouest et j'ai obtenu une solution de base réalisable initiale. Finalement, j'ai le tableau que vous avez devant vous. Alors, x11 égale à 120, x12 égale à 120, x13 égale à 0, x14 égale à 0, x15 égale à 0, x de 1 égale à 0, x de 2 égale à 10, x de 3 égale à 145, x de 4 égale à 5, x de 5 égale à 0, x3 1 égale à 0, x3 2 égale à 0, x3 3 égale à 0, x3 4 égale à 120 et x3 5 égale à 140. Donc voici la solution de base réalisable initiale que je viens de vous citer. Le coût total de cette solution de base réalisable étant 3795. Comment je l'ai obtenu? Alors, on revient vers notre tableau. C'est 1 fois 120, plus 8 fois 120, plus 1 fois 0, plus 5 fois 0, plus 4 fois 0, plus 5 fois 0, plus 5 fois 10, plus 3 fois 145, plus 6 fois 5, plus 7 fois 0, plus 2 fois 0, plus 9 fois 0, plus 5 fois 0, plus 9 fois 120 et plus 8 fois 140. Donc, les éléments qui sont multipliés par 0, on va les omettre et écrire seulement les éléments qui ne sont pas multipliés par 0, ce qui va nous donner exactement 3795. Alors, les 7 cases de base, ce sont les cases où il y a des quantités.
C'est la case 1, 1, la case 1, 2, la case 2, 2, la case 2, 3, la case 2, 4, la case 3, 4, la case 3, 5. Les autres cases qui sont vides, où j'ai dit que nous avons x et j égale à 0, sont des cases hors base ou des variables hors base. Passons maintenant à une deuxième méthode pour trouver la solution de base réalisable initiale. Elle s'appelle la méthode des moindres coûts. Donc, on va sélectionner la cellule de coût minimum. Donc, cette méthode-là, elle tient compte des coûts. On va affecter à la cellule courante la quantité maximale possible, ajuster l'offre et la demande comme tout à l'heure, et après sélectionner la cellule de coût minimum ayant une demande ou une offre non nulle. Et répéter ceci jusqu'à ce que l'offre soit tout allouée. On va revoir le même exemple et essayer de trouver une solution initiale avec la méthode des moindres coûts. Alors, premièrement, voyons les coûts. Les coûts, ce sont ces éléments qui sont ici, le 1, le 8, le 1, le 5, le 4, le 5, le 5, le 3, le 6 et le 7, le 2, le 9, le 5, le 9 et le 8. Alors, on va commencer par essayer de trouver les moindres coûts. Donc, je vois que les coûts minimums sont le 1 et le 1 qui sont là. Donc, je peux choisir l'une des deux, la première ou la deuxième. Je vais choisir la première. Alors, cette case-là, je vais lui affecter la quantité maximale. Donc, le centre C1, il demande 120. Le laboratoire L1 lui propose 240. Donc, on va lui donner les 120 qu'il veut. Donc, en donnant ici au centre C1 les 120 qu'il a demandé, cette cellule-là va être saturée, celle-ci aussi saturée, et je vais ici avoir une demande égale à 0 du fait que le centre C1 a obtenu ce qu'il voulait. Cependant, on doit régler ici l'offre. L'offre était de 240. Maintenant, elle est de 120 du fait que le laboratoire L1 a déjà envoyé 120 unités au centre C1. Alors maintenant, au lieu de passer à la case qui est juste à côté, comme l'a préconisé la méthode précédente, on va essayer de regarder les cases qui ne sont pas encore saturées ou qui ne sont pas encore, où nous n'avons pas encore affecté de quantité. Alors, on ne va pas utiliser les cases que vous avez là. Celle-ci, une quantité a déjà été affectée. Celle-ci est saturée, celle-ci est saturée. Donc, on utilise seulement les cases que vous avez ici. Alors, ces cases-là, je vais chercher le coût minimum. C'est le 1 que vous avez là. Donc, je vais affecter à cette case-là la quantité maximale. Alors, le laboratoire L1 nous propose 120 unités, alors que le centre C3, il demande 145. Je vais lui affecter 120 unités et voir ce que ça donne après. Alors, en donnant ici 120 unités, je vois que le laboratoire L1, maintenant, il est vide. D'accord? Il a tout affecté de la quantité de produits qu'il avait. Alors, cette case-là est saturée, cette case-là est saturée, celle-ci aussi est saturée, ça donne ici un 0. Alors, au lieu que le centre C3 demande des 145, déjà il a obtenu 120, donc il demande encore seulement 25 unités. Alors, ces cases-là, toutes ces cases-là sont saturées. Je vais chercher le coût minimum entre les cases qui restent. Les cases qui restent, je vois que le 3, c'est le minimum entre les coûts. Donc, c'est cette case-là où je vais affecter la quantité de produits. Donc, je vois que le centre C3 demande toujours 25 unités. Le laboratoire L2 propose 160 unités. Donc, je vais affecter ici 25 unités. En affectant ici 25 unités, je vois que le laboratoire L2 a maintenant seulement 135 unités. Cependant, le centre C3 a obtenu ce qu'il voulait, donc il reste ici. Donc, pour sa demande, il ne demande plus rien, c'est un 0. Donc, cette case-là va être saturée. Alors, passons maintenant aux autres cases. Il reste le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 9. Parmi ces coûts-là, c'est le 5 qui m'intéresse. Donc, je vais affecter à cette case-là la quantité maximale possible. Alors, ici, le laboratoire L2 propose 135, alors que le centre C2 demande 130. Donc, je vais lui affecter les 130 qu'il veut. Alors, 130 ici, cette case-là va être saturée. Ici, ça va rester un 0. Et ici, au lieu de 135, ça va rester seulement 5. Alors, ce qui reste, c'est le 6, le 7, le 8 et le 9. C'est cette case-là qui va m'intéresser. Je vais lui affecter 5
unités pour avoir ici un 0. Ici, il va rester 120. Alors, cette case-là va être saturée. Alors, qu'est-ce qui reste, le 8 et le 9? C'est cette case-là qui va m'intéresser. Donc, le centre C5, il demande 140 unités. J'ai la possibilité d'affecter plus que ça, mais je vais lui affecter seulement 140 qu'il a demandé. En lui affectant les 140 qu'il a demandé, ça reste ici 120. Et ici, ça donne un 0. Donc, pour la dernière case qui est là, donc ça demande, le centre C4, il demande 120 unités. Et le laboratoire L3, lui, il propose aussi 120 unités. Donc, c'est exactement la demande du centre C4. Je vais lui affecter les 120. Ça me donne ici un 0, ici un 0. Et ça me donne une solution de base réalisable initiale avec la méthode du moindre coût que nous avons devant nous. Les cases de base, les 7 cases de base étant la case 1, 1, la case 1, 3, la case 2, 2, la case 2, 3, la case 2, 5, la case 3, 4 et la case 3, 5. La solution de base réalisable initiale étant x1, 1 égale à 120, x1, 1, 3 égale à 120, x2, 2 égale à 130, x2, 3 égale à 25, x2, 4 égale à 5, x3, 4 égale à 120, x3, 5 égale à 140. Les autres cases x et j, c'est les cases hors base étant égales à 0. Le coût total de cette solution obtenue par la méthode des moindres coûts étant égal 1 fois 120 plus 1 fois 120 plus 5 fois 130 plus 3 fois 25 plus 6 fois 5 plus 9 fois 120 plus 8 fois 140. Ce qui donne ici une quantité de 3195. Donc, le coût total de cette solution-là. Ici, j'ai donné les 7 cases de base ainsi que les quantités X et J qui sont dans les cases hors base. Je rappelle que pour les cases hors base, nous avons X et J égale à 0. Passons maintenant à la dernière méthode pour trouver une solution de base réalisable initiale, qui est la méthode des pénalités, appelée aussi méthode des regrets, méthode de la différence maximale ou méthode de Ballas-Hamel. Pour commencer, il faut évaluer la différence entre les deux coûts les plus petits de chaque ligne et chaque colonne. Et on va obtenir dans ce cas-là M différence pour les lignes et N différence pour les colonnes. On va choisir les lignes et ou les colonnes ayant la différence maximale. On va allouer la quantité maximale possible à la cellule possédant le coût le plus faible des lignes et ou les colonnes obtenues précédemment. Ajuster l'offre et la demande et répéter tout ceci jusqu'à l'offre soit allouée. On va voir ça sur un exemple pour mieux comprendre. Voici notre tableau de transport. Alors, je vais commencer par faire la première démarche. Évaluer la différence entre les deux coûts les plus petits sur chaque ligne et chaque colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre chaque ligne et essayer de voir le plus petit coût et celui qui vient juste après et faire la différence. Et je vais faire ceci aussi pour chaque colonne. Voyons comment j'ai fait ici au niveau du tableau. Pour la ligne numéro 1, le coût le plus faible étant 1 et c'est aussi un 1. Donc 1 moins 1, ça donne 0. Je vais poser ça, U1 égale à 0. Pour la ligne L2, le coût le plus faible, c'est 3, vient juste après le 5. Donc 5 moins 3, ça fait un 2. Pour la ligne numéro 3, le coût le plus faible, c'est 2, vient juste après le 5, ça donne un 3. Pour la colonne numéro 1, le coût le plus faible, c'est 1, juste après vient le 2. Donc 2 moins 1, c'est 1. Pour la colonne numéro 2, le coût le plus faible, c'est 5, vient juste après le 8. 8 moins 5, ça fait 3. Pour la colonne numéro 3, le coût le plus faible, c'est 1, vient juste après 3. Donc 3 moins 1, ça fait un 2. La colonne numéro 4, le coût le plus faible, c'est 5, vient juste après le 6. 6 moins 5, ça fait 1. Pour la cinquième colonne, le coût le plus faible, c'est 4. Juste après, c'est 7. 7 moins 4, ça fait 3. Donc, nous obtenons
trois différences pour les lignes et 5 différences pour les colonnes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Revoyons maintenant. Revoyons la méthode. Choisir les lignes ou les colonnes ayant la différence maximale. Alors, voyons les différences maximales. Le maximum, comme je vois ici, c'est le 3. 3, 3 et 3. Mais il y a trois possibilités pour avoir ce maximum-là. Le maximum, il est obtenu dans la ligne numéro 3. Il est obtenu dans la colonne numéro 2 et dans la colonne numéro 5. C'est ce que j'ai mis là. Choisir les lignes ou et les colonnes ayant la différence maximale. Allouer la quantité maximale possible à la cellule possédant le coût le plus faible de ces lignes-là et ces colonnes-là. Donc, sur cette ligne-là, sur cette colonne-là et sur cette colonne qui est là, je vais choisir le coût le plus faible. Alors, le coût le plus faible ici, c'est un 2. Le coût le plus faible ici, c'est un 5. Le coût le plus faible ici, c'est un 4. Le minimum entre le 2, le 5 et le 4 étant le 2. Donc, voici la case que je vais choisir. Alors, qu'est-ce que je vais lui allouer? Je vais allouer la quantité maximale comme tout à l'heure. Le C1, il demande 120. Le laboratoire L3, il propose 260, donc je lui donne les 120. Alors, quand je lui ai donné les 120, donc le C1 ne demande plus rien, ça donne un 0. Cette case-là est saturée, c'est ici aussi saturé, et ici, je n'ai plus de 160 unités dans le laboratoire L3, mais j'ai seulement 140. D'accord? Alors, on va répéter ceci. Alors, maintenant, la colonne numéro 1 ne veut plus être utilisée, parce que c'est déjà saturé. On va seulement utiliser maintenant la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4, la colonne 5, le L1, le L2 et le L3. Voyons. Alors, regardons. Pour le L1, U1 maintenant, c'est quoi? Le plus petit étant 1, juste après, c'est le 4. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. Alors, le plus petit entre ces quatre-là, c'est le 3. Juste après, c'est le 5. Ça me donne U2 égale à 2. Je fais remarquer, je le rappelle, je n'utilise plus cette première colonne. Elle est déjà saturée. Pour la ligne numéro 3, le plus petit, c'est 5. Vient juste après le 8, ça donne un 3. Pour la colonne numéro 2, ça reste exactement 3, 2, 1 et 5. Comme tout à l'heure, ça n'a rien changé. Alors maintenant, où se trouve le maximum? Le maximum, au lieu c'est pas comme tout à l'heure où il y avait seulement une ligne et deux colonnes. Maintenant, nous avons deux lignes et deux colonnes. La ligne numéro 1, la ligne numéro 3, la colonne numéro 2, la colonne numéro 5. Toutes ces colonnes-là et ces lignes-là ont des valeurs égales à 3 pour les UI et les VI et les VJ. Alors, je vais chercher celle où se trouve la case où se trouve le coût minimum. Dans cette ligne-là, le coût minimum, c'est un 1. Dans cette ligne-là, le coût minimum, c'est un 5. Dans cette colonne-là, le coût minimum, c'est un 5. Dans cette colonne-là, le coût minimum, c'est un 4. Le minimum entre le 4, le 1, le 5 et le 5, c'est exactement le 1. Donc, ce que j'ai mis ici avec une autre couleur. Donc, c'est cette case-là qui m'intéresse. Alors, cette case-là, je vois que le C3, il demande 145. Le laboratoire L1, il a 240. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais affecter à cette case-là 145 demandé. En affectant ici 145 demandé, cette case-là et cette case-là sont évidemment saturées. Ça me laisse seulement une demande nulle ici. Mais au niveau du laboratoire L1, j'ai une quantité, il reste une quantité disponible qui est de 95 unités. Maintenant, la colonne numéro 1, la colonne numéro 4, la colonne numéro 3, pardon, sont saturées. Il me reste la colonne 3, la colonne 4 et la colonne 5. Alors, de la même manière, je vais refaire les calculs des UI et des VJ. Alors, je ne calcule plus le V1 ni le V3. Je calcule seulement le V2, le V4, le V5, U1, U2, U3. Je mets en rouge celles qui vont me donner le maximum. Donc, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Alors, pour le U1, je vois ici
comme tout à l'heure. Donc, regardons, pour le U1, ça me donne le minimum, c'est 4 et 5, ici, ça donne un 1, ça va donner un 1. Pour le U2, ça va donner aussi un 1, le 5 avec le 6. Pour le U3, ça me donne le 8 avec le 9, ça me donne aussi un 1. D'accord? Alors, vous voyez, 1, 1, 1. Concernant les V ici, ça me donne un 5 et le 8, ça donne un 3. Le 5 et le 6, ça donne un 1. Le 4 et le 7, ça donne un 3. Le maximum, c'est 3. 3 qui est obtenu ici, ici, ici et ici. Donc, j'ai trouvé ici le 1 que j'ai demandé tout à l'heure. Alors, maintenant, passons. Alors, les cases qui m'intéressent, c'est la case numéro ici, c'est le minimum entre ces colonnes-là. Donc, c'est le 95. Ça me donne ici 95, ça me donne ici un 0 pour l'unité. Et ici, je vais rectifier, au lieu d'avoir 140, j'ai seulement maintenant 45 unités pour la demande. Alors, je vais répéter la méthode encore une fois. Il me reste maintenant seulement la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, colonne 2, colonne 4 et colonne 5. Alors, pour la ligne numéro 2, je vais trouver dans le tableau suivant le 5 et le 6, ça va me donner un U2 égale à 1. Pour le U3, ça va me donner aussi un 1, parce que ici j'ai un 8 et j'ai un 9, ça me donne un 1. Pour la colonne, deuxième colonne, ça va me donner un 4, parce que j'ai 9 moins 5, ça donne un 4. Cette case-là n'est plus utilisable. Et ici, ça me donne un 3. Ici, ça va me donner un 1. Voyons ce que ça donne. Donc, 4, 3, 1, 1, 1. Le maximum étant 4. Donc, je vais affecter ici, dans cette colonne-là. Donc, regardez, ici, tout à l'heure, il restait seulement ces deux-là. Le minimum entre le 5 et le 9, c'est le 5. Donc, c'est cette case-là que je vais utiliser. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, puisque le, le centre C2 demandait 130, et puisque le laboratoire L2 avait 160, donc j'ai pu affecter ici à cette case 130 et il va me rester au niveau du laboratoire L2 30 et ici c'est un 0 et ici c'est une case saturée. Alors maintenant, il va me rester seulement 4 cases, ce qui fait que c'est ces deux colonnes-là, ces deux lignes-là. Alors pour le U2, ça va me donner un 1, 7 moins 1. Pour le U3, ça va me donner aussi un 1. Donc je vais trouver après 1 et 1. Au niveau du C4, ça va me donner un 3 ici. Et au niveau du V5, ça me donnait ici un 1. Donc ça va me donner un 3, c'est très intéressant le 3 que j'ai obtenu ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Le minimum entre ces deux-là, c'est étant le 6. Donc, c'est cette case-là que je vais utiliser. Et combien je vais utiliser? Donc, le laboratoire L2, il propose 30 unités. Le centre C4 demande 125. Je vais ici mettre 30. Regardez. Donc, en mettant ici 30, cette case-là, elle est saturée. Ici, c'est un 0. Et ici, au lieu d'avoir 125, il va me rester seulement 95. Alors, en obtenant ici 95, alors qu'est-ce qui reste? Il reste à faire les dernières étapes. On va calculer, il reste seulement ces deux cases-là. Donc, il me reste la ligne numéro 3 et la différence ici, ça va être un 1. La colonne numéro 4, c'est un 9. Et ici, la colonne numéro 5, c'est un 8 parce qu'il n'y a rien à soustraire. Donc, le maximum, ça va être celui de la case numéro 4. C'est le V4, on va trouver, c'est un 9. Et puisque c'est cette case-là, donc la seule, donc on va affecter ici 95 et il va me donner ici un 0. Alors, je vais rectifier, au lieu d'avoir ici 140, je vais trouver seulement, il me reste seulement 45 au niveau du laboratoire L3. Alors maintenant, pour la dernière étape, le U3, ça va être un 8 et le V5 aussi un 8. Donc, c'est cette case-là que je vais utiliser et je vais lui affecter 45, ce qui va me donner la solution que vous avez devant vous. Finalement, c'est cette solution de base réalisable qu'on trouve. Alors, ces solutions-là, exactement, les cases de base, c'est dans la case 1, 3, la case 1, 5, la case 2, 2, la case 2, 4, la case 3, 1, la case 3, 4 et la case 3, 5.
Alors, x1, 3, c'est 145, x1, 5, 95, x2, 2, 130, x2, 4, 30, x3, 1, 120, x3, 4, 95, x3, 5, 45. Les autres cases qui sont vides sont nulles, exactement. Ces cases-là qui sont vides sont les cases hors base et sont au nombre de 8. Alors, le coût total de transport pour cette méthode des pénalités va être exactement égal à 1 fois 145 plus 4 fois 95 plus 5 fois 130 plus 6 fois 30 plus 2 fois 120 plus 9 fois 95 et plus 8 fois 45. Donc, nous obtenons ici la solution de base réalisable que je viens de vous citer. Et après, je donne la solution totale. La solution totale, le coût total de transport étant 2810, qui est obtenu de la manière que je viens de vous citer. Alors, on voit bien que cette solution-là, solution obtenue par la méthode des pénalités, a un coût total qui est inférieur, inférieur à toutes les autres solutions qu'on a obtenues par les autres méthodes. Je cite la méthode du coût nord-ouest et la méthode des moindres coûts. Alors ici, je rappelle les 7 cases de base ainsi que le fait que pour les cases qui sont vides, ce sont des cases hors base avec des xij égales à 0. Maintenant, on va passer au test d'optimalité de la solution. Alors, on suppose maintenant qu'on a déjà obtenu une solution de base réalisable. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est une solution optimale ou non? Si elle est optimale, comment le déduire? Et si elle n'est pas optimale, comment le savoir? Et dans ce second cas, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir la solution optimale? Alors, le test d'optimalité, c'est quoi? On va associer à chaque ligne I, à chaque colonne J, des variables duales. Pour les lignes I, on va les appeler UI. Pour les colonnes J, c'est VJ. Alors, pour les variables de base, celles qui sont remplies dans le tableau qu'on vient de citer, les multiplicateurs UI et VJ vont être déterminés de la manière que vous avez devant vous. Alors, ce système-là, pour le résoudre, il suffit de fixer une des valeurs, UI ou VJ, pour trouver les autres. Par exemple, on peut poser U1 égale à 0. En posant U1 égale à 0, on va obtenir tous les UI et tous les VJ dont nous avons besoin. Après, quand on aura trouvé les UI et les VJ, on va calculer FIJ pour les variables hors base. Alors, ces coûts relatifs-là, donc FIJ égale à CIJ moins UI moins VJ. La solution courante va être optimale si jamais FIJ est supérieur ou égal à 0 pour tous les IJ. Je rappelle que pour les variables de base, FIJ égale à 0. Donc, c'est les variables hors base qui m'intéressent le plus parce que les variables de base, je sais déjà que c'est nul, donc ça ne pose aucun souci. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les variables hors base et les FIJ associés à ces variables hors base. Alors, la solution est optimale si les FIJ sont positifs et elle n'est pas optimale si jamais je peux trouver une des cases ou une solution qui est telle que FIJ est strictement négatif. Si je peux trouver une case IJ telle que le FIJ associé à cette case est inférieur strictement à 0, je dis que la solution n'est pas optimale. Alors, si jamais j'ai une solution qui n'est pas optimale, alors il faut avoir une variable d'entrée et une variable de sortie. C'est comme le tableau du simplex, comme l'algorithme du simplex. Alors, pour la variable d'entrée, donc entrée en base, on va calculer, on va prendre les FIJ que j'ai trouvés. Si jamais j'ai une seule case où les FIJ associés à un FIJ strictement négatif, donc c'est facile. Mais si jamais j'en ai plusieurs, je vais prendre le minimum de toutes ces valeurs-là, et ce minimum-là va correspondre à la case de la variable d'entrée. Alors, la variable d'entrante est la variable hors base associée au coût relatif FSR. Je choisis SR ici pour dire que c'est la case, elle se trouve sur la Sème ligne, Rème colonne.
Alors, si FSR est atteint en plusieurs variables, on privilégie celle de coût minimum. Donc, si le minimum, par exemple, si je trouve F1, 3 égale à moins 5 et F2, 6 égale à moins 5, alors je vois qu'il y a égalité. Alors, le coût, celle qui a un coût minimum, c'est elle qui va être la variable d'entrée. Donc, cette technique-là, elle va permettre d'arriver plus vite à l'optimum. Elle peut nous aider à diminuer le nombre d'itérations. Affecter, donc, quand on aura trouvé la variable d'entrée, on va affecter à la case SR, celle de la variable d'entrée, une quantité positive W. Je répète, positive W. Et on va ajuster le tableau. Pour la variable de sortie, on va l'appeler XHK. Donc XHK ou la case HK, si vous voulez. On va calculer la plus petite valeur XHK parmi les XIJ du parcours où l'on soustrait W. Du fait qu'on a, réglé on a réglé le tableau, alors il y a des places où on va soustraire, il y a des cases où on va soustraire le W et d'autres où on va ajouter le W. Alors, parmi les cases où on va soustraire le W, alors on va voir la plus petite valeur des XIJ que nous avons. Alors, cette valeur-là, on va la noter W bar. Affecter à la case SR la quantité W bar, puis actualiser le tableau. Après le calcul, on va obtenir XSR égale à W bar et XHK égale à 0. Pourquoi? Parce que la case SR maintenant est une variable d'entrée, donc elle est entrée en base, donc la quantité qui se trouve dans cette case est logiquement supérieure strictement à 0, si on veut, et ça contient exactement le W bar du fait que de la façon dont on a procédé. Et XHK, ça va être égal à 0 parce que le HK est exactement c'est le minimum, c'est la plus petite valeur qu'on a soustrait, donc ça va nous donner le 0. Le coût total associé à cette nouvelle solution est égal au coût de l'ancienne solution. Donc, on va prendre le Z, l'ancien Z, et on va lui ajouter FSR multiplié par W bar. Alors, voyons maintenant ça sur un exemple pour mieux comprendre. On va utiliser la méthode des moindres coûts. Alors, la méthode des moindres coûts, elle nous avait donné un coût total Z1 égale 3195. Alors, on va essayer de voir est-ce que cette solution, déjà, cette solution de base réalisable, est-ce qu'elle est optimale ou non? Et puis, si elle est optimale, on va s'arrêter. Si elle n'est pas optimale, on va le démontrer déjà. Et après, on va essayer de trouver la solution optimale à partir de celle-ci, en utilisant bien sûr l'algorithme de transport qu'on vient de citer. Alors, voici notre solution de départ qui est la solution réalisable initiale obtenue par la méthode des moindres coûts. Alors, pour cette solution-là, les 7 cases de base sont la case 1, 1, 1, 3, je vais revenir, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4 et 3, 5, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va calculer les UI et les VJ. Ainsi, U1 plus V1 égale à 1. Regardons, qu'est-ce qu'on a dit? 0 égale à CIJ moins UI moins VJ. Qu'est-ce que ça veut dire? 0 égale à C1, 1 moins V1 moins U1 moins V1. Après, 0 égale C1, 3 moins U1 moins V3. Après, 0 égale à C2, 2 moins E2 moins V2. 0 égale à C2, 3 moins E2 moins V3. 0 égale à C2, 4 moins E2 moins V4. 0 égale à C3, 4 moins E3 moins V4. Et 0 égale à C3, 5 moins E3 moins V5. Ce qui nous donne U1 plus V1 égale à C1, 1 et C1, C1. Ici, C1, 3, c'est 1. C2, 2, c'est 5. C2, 3, c'est 3. C2, 4, c'est 6. C3, 4, c'est 9. C3, 5, c'est à 8.
Alors, en posant U1 égale à 0, donc en éliminant le U1, ça me donne un V1 égal à 1. Ça me donne aussi un V3 égal à 1. J'ai maintenant eu V1 et j'ai V3. Alors, à partir de V3, je peux obtenir le U2. V3 égale à 1, ça me donne U2, c'est 3 moins 1, c'est un 2. Ça me donne le U2. Et au fur et à mesure, j'obtiens tous les éléments que vous avez ici dans ce système. Et nous obtenons U2 égale à 2, V4 égale à 4, U3 égale à 5, V2 égale à 3 et V5 égale à 3. Après avoir obtenu les UI et les VJ ici, on va essayer de calculer les FIJ pour les variables hors base. Pour celles de base, le FIJ, c'est 0. Alors, les cases hors base étant, je reviens, la case 1, 2, la case 1, 4, la case 1, 5, la case 2, 1, la case 2, 5, la case 3, 1, la case 3, 2, la case 3, 3, et seulement. La case 3, 3, c'est la dernière. Alors, c'est la dernière. Alors, on va calculer tous les FIJ. F1,2, F1,5, F2,5, F3,2. Par exemple, F1,5, c'est C1,5 moins U1 moins V1. F3,1, c'est C3,1 moins E3 moins V1. Donc, je donne la formule. Après, je vais remplacer. Je connais les UI, je connais les VJ, je connais les CIJ. Donc, je peux obtenir les FIJ. Ce que nous obtenons ici, voici les calculs exactement que nous avons là. F1 de C5, F1,5 c'est 1, F2,5 c'est 2, F3,2 c'est 1, F1,4 c'est un 1, F2,1 c'est un 2, F3,1 c'est moins 4, F3,3 c'est moins 1. Alors, nous, on a dit que pour avoir une solution de base réalisable optimale, il faut que tous les FIJ obtenus ici soient supérieurs ou égaux à 0. Mais nous remarquons que le F3,1 est négatif strictement, le F3,3 est aussi négatif strictement. Donc, la solution réalisable courante n'est pas optimale. Donc, la solution obtenue par la méthode des moindres coûts n'est pas optimale. Alors, pour essayer de trouver la solution de base réalisable optimale, nous devons utiliser l'algorithme de transport. Alors, pour cet algorithme-là, alors la variable d'entrée, donc je vais regarder celles qui sont négatives strictement, il y a le moins 4, le moins 1, et prendre le minimum. Le minimum entre ces deux-là, c'est les moins 4. Donc, la variable d'entrée va être la case 3,1. C'est ce que j'ai mis là. Donc, la solution courante n'est pas optimale du fait que celle-ci est négative et aussi celle-ci est négative. La variable entrante, c'est x3,1, la case 3,1. Alors, variable d'entrée, et c'est ici. Donc, j'ai mis ici les variables duales que nous avons trouvées. Donc, ici, c'est FIJ, F3,1 égale à moins 4. Je rappelle aussi que ici, c'était F3,3 égale à moins 1. Donc, F3,3, ça, c'est la variable d'entrée. Alors, je vais ici trouver, donc mettre ici un W, plus W, le W étant positif. Quand j'ai mis ici plus W, il me fallait diminuer quelque part au niveau de cette colonne-là pour que ça reste équilibré. Alors, je ne dois pas toucher aux autres cases hors base, je dois toucher seulement aux cases de base. Alors, j'ai mis ici plus W. Ici, je vais mettre moins W de telle manière à ce que la somme totale au niveau de cette colonne soit toujours 120. Mais quand j'ai mis ici moins W, 120 moins W, alors j'ai perturbé un petit peu la somme. Il me faut ajouter quelque part. La seule possibilité est là. Donc, j'ai ajouté ici plus W. En ajoutant ici plus W, j'ai perturbé cette colonne. Donc, je dois retrancher ici. Je rappelle, je retranche toujours au niveau des cases de base. Donc, ça me fait moins W. Alors, quand je suis arrivé là, je trouve que j'ai la possibilité d'aller vers la droite ou d'aller vers la gauche. Alors, supposons que je sois allé vers la gauche. Donc, je vais faire ici plus W. Mais en faisant ici plus W, je ne trouve cette colonne-là va être tout le temps perturbée. Je ne peux plus l'équilibrer. Donc, le plus W ici n'est pas accepté. Je vais faire ici plus W. En mettant ici plus W, donc cette ligne-là maintenant est équilibrée. Et pour équilibrer la colonne numéro 4, je vais faire ici moins W. Alors, cette colonne-là étant équilibrée, je vois aussi que cette ligne maintenant aussi est équilibrée. Voici mon parcours. Je vais aller de là vers là, ici, ici, ici,
ici et revenir vers ma case de départ. D'accord? Donc, c'est un circuit fermé que je dois trouver. Alors, j'ai dit que pour trouver le W bar, il faut regarder les cases où je retranche le W. Je retranche dans cette case-là, dans cette case-là et dans cette case-là. Alors, je vais prendre le minimum entre les X et J déjà dans ces cases. Donc, le minimum entre 120, 25 et 120 étant le 25. Donc, le W bar qui m'intéresse, ça va être 25. Donc, variable de sortie, W bar, c'est le minimum entre 120, 25 et 120, c'est 25. Donc, le 25 se trouve à la case de 3. Donc, X, donc là, c'est la variable sortante. Il se trouve à la case de 3. Je reviens un petit peu dans la case de 3. Donc, variable de sortie, et celle-ci, c'est la variable d'entrée. Alors, ici, c'était 25 moins W. En posant W bar égale à ou W égale à 25, ça nous donne ici un 0. Donc, cette case-là devient vide. Et c'est cette case-là. Donc, je donne à W exactement la valeur W bar. Ça me donne ici un 25. Alors, je reviens un petit peu en arrière. En mettant ici 25, 120 moins 25, ça donne 95. 120 plus 25, ça donne 145. Ici, ça va donner un 0. Cette quantité-là reste inchangée. Ici, ça va être 30 et ici, ça va être 95. Et là, 140 reste inchangé. C'est ce que j'ai mis là. Les valeurs en rouge, c'est les valeurs qui ont changé. Celles-ci vont rester les mêmes. Il n'y a pas de changement. Ils n'étaient pas sur le chemin de mon circuit. Alors maintenant, j'ai trouvé une autre solution de base réalisable. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce que cette solution de base réalisable, nouvelle, est-ce qu'elle est optimale ou non. Donc, je vais répéter le processus de tout à l'heure. Calculer les UI, calculer les VJ, pour les variables de base et après calculer les FIJ pour les variables hors base et voir est-ce que je trouve des FIJ positives ou non. Si je trouve tous les FIJ positifs, je dis que ma solution courante est optimale. Si je trouve qu'il y a au moins un FIJ qui est strictement négatif, alors dans ce cas-là, la solution réalisable courante n'est pas optimale et je devrais aller plus loin avec mon algorithme de transport. Alors, le coût avant de passer, le coût total de cette solution de base. Donc là, le coût de l'ancienne base, c'était de l'ancienne solution, pardon, c'était 3195. Alors, je vais l'augmenter par quoi? Par moins 4 fois 25. C'est quoi le moins 4? C'est quoi le 25? Regardez, je vais revenir ici à FIJ. C'est le moins 4 que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, je l'augmente avec le moins 4 multiplié par le W bar que je viens de trouver. Le W bar était 25, donc ma solution, elle va être augmentée de moins 4 multiplié par 25, ça me donne 3195. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul directement. 1 fois 95 plus 1 fois 145 plus 5 fois 130 plus 6 fois 30 plus 2 fois 25 plus 9 fois 95 et plus 8 fois 140. Et vous allez trouver exactement la même valeur qui est 3095. Alors, vérifions, est-ce que cette solution est une solution de base réalisable optimale? Pour les cases de base, donc les cases de base étant la case 1, 1, la case 1, 3, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 4 et 3, 5, je vais essayer de trouver les UI et les VJ. Donc, pour la première case, je vais avoir C11 égale U1 plus V1, C13 égale à U1 plus V3, C22 égale U2 plus V2, C24 égale à U2 plus V4, C31 égale à U3 plus V1, C34 égale à U3 plus V4 et C35 égale à U3 plus V5, ce que je mets là. Donc, puisque C11 c'est 1, C13 c'est 1, C22 c'est 5, C24 c'est 6, C31 c'est 2, C34 c'est un 9, C35 c'est un 8. Et en posant E1 égale à 0, on va trouver les valeurs qui nous intéressent. Par exemple, V1 égale à 1, V3 égale à 1 et ainsi de suite. Et on trouve, donc on peut résoudre le système assez aisément qui nous donne les valeurs que vous avez devant vous ici avec la couleur bleue. Après cela, on va calculer pour les variables hors base, les FIJ qui nous intéressent. Donc ici,
les FIJ. Les FIJ qui nous intéressent étant pour les cases 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1 et 3, 3. 3, 2 et 3, 3, pardon. Alors, les FIJ étant par définition égales les sommes suivantes. Par exemple, F1, 2, c'est C1, 2, moins U1, moins V2. Alors, on va faire notre calcul du fait que le UI sont obtenus, les VJ sont obtenus dans l'étape précédente, les CIJ sont des données. On va trouver les FIJ de la manière suivante. Alors, on voit que tous les FIJ sont positifs, sauf les deux que nous avons là, en vert. Le F1,5, c'est moins 3. Le F1,4, c'est aussi moins 3. Donc, nous avons égalité. Le minimum, c'est moins 3 et les deux sont égales à ce minimum-là. Laquelle choisir? Donc, on va revoir les coûts de chacune d'elles. Le coût de la première, c'est 5. Le coût de la deuxième, c'est un 4. Le minimum entre 4 et 5, c'est le 4. Donc, on va privilégier cette case-là, la case 1,5 comme variable d'entrée. C'est ce que j'ai mis là. Les coûts, les FIG étant négatifs, la solution courante n'est pas optimale. La variable entrante en base, donc le minimum c'est moins 3, le minimum c'est C1,5, j'ai mis ici C1,4, C1,5 pour rappel, ça me donne X1,5, la variable entrante. Alors maintenant, ça c'est la variable d'entrée, on va essayer de calculer la variable de sortie. Alors, je vais mettre ici un W et essayer de trouver un circuit qui va me permettre de trouver la variable de sortie. Alors, on va faire ici un plus W. Alors, en mettant ici un plus W, au niveau de la colonne que vous avez là, je dois remédier à cette augmentation de W en soustrayant ici un W. Après, j'ai le choix entre plus W ici ou plus W là. Alors, je vais essayer de voir d'un autre côté. Je peux soit aller dans cette direction, soit aller dans cette direction. Voyons, si je vais dans cette direction, j'ai aussi le choix. Est-ce que je vais mettre ici moins W ou la mettre ici? Mais si je mets ici moins W, alors cette colonne-là, je ne vois plus d'autres cases de base. Donc, si je fais ici moins W, je ne peux plus euh, équilibrer cette colonne-là. Donc, le moins W, obligatoirement, doit se mettre dans cette case-là. En mettant ici moins W, je vois que la seule possibilité, c'est de mettre ici un plus W. Je vois que j'ai déjà obtenu mon circuit. Donc, de cette case-là vers cette case et de cette case-là vers cette case, revenir ici et terminer mon parcours dans la case de départ. Alors, ici, donc je vois que j'ai un plus W là, moins W, plus W, moins W. On a dit que pour trouver W bar, il suffit de regarder les cases où on a soustrait les W. Donc, c'est cette case-là et cette case-là. Donc, le W bar, ça va être le minimum entre 95 et 140. Donc, W bar, c'est 95. On va écrire ici 95. Alors là, ça va donner un 0, donc ça va devenir une case hors base. Et ici, 95 plus 25, et ici, 140 moins 95, les autres cases vont rester intactes. Alors, je rappelle ici la manière pour trouver le W bar. Ça me donne x1, 1, la variable sortante. Alors, je remplace ici le W par W bar qui est exactement 95 et vous voyez, les cases où j'ai fait les rectifications sont les cases qui sont écrites en rouge. 95, 45 et 120. Alors, j'obtiens ici une nouvelle solution de base réalisable. Est-ce qu'elle est optimale ou est-ce que je suis toujours obligé d'effectuer une nouvelle itération de l'algorithme de transport? Donc, pour cela, premièrement, déjà, je vais trouver la solution, le coût de cette solution-là. Donc, l'ancienne solution avait donné 3095. Je vais l'augmenter par moins 3 fois 95. D'où vient ce moins 3? D'où vient ce 95? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, le moins 3, il nous vient d'ici. Le 95, c'est exactement le W bar qu'on avait trouvé.
Donc, en augmentant l'ancienne solution qui coûtait 3095 par moins 3 fois 95, ça m'a donné 2810. Alors, pour vérification, si vous voulez, on peut multiplier le 1 par 145, le 4 par 95, le 5 par 130, le 6 par 30, le 9 par 95, le 8 par 45 et le 2 par 120. Et on va trouver exactement 2810. Est-ce que cette solution est optimale ou non? Alors, on va essayer de calculer les UI et les VJ et plus tard calculer les FIJ des variables hors base et voir est-ce que ça donne des éléments qui sont tous positifs. Alors, les cases de base étant la case 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 4 et 3, 5. J'obtiens U1 plus V3 égale à 1, U1 plus V5 égale à 4, U2 plus V2 égale à 5, U2 plus V4 égale à 6, U3 plus V1 égale à 2, U3 plus V4 égale à 9, U3 plus V5 égale à 8. En posant U1 égale à 0, on obtient les valeurs que vous avez devant vous en bleu. Maintenant, calculons la FIJ pour les variables hors base. Donc, voici ma solution que nous avons trouvée tout à l'heure. Alors, les cases hors base étant 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2 et 3, 3. Les FIJ qu'on veut, c'est les FIJ associés aux variables hors base. Donc, F11, c'est C11 moins U1 moins V1. F14, C14 moins U1 moins V4 et ainsi de suite. Après calcul, on trouve que les FIJ sont tous positifs ou nuls, et ce qui veut dire que ma solution est optimale. En conclusion, à partir du laboratoire L1, l'entreprise doit expédier 145 unités vers le centre C3 et 95 unités vers le centre C5. Revenons pour voir ça. À partir du laboratoire L1, l'entreprise doit expédier 145 unités vers le centre C3 et 95 unités vers le centre C5. À partir du laboratoire L2, elle doit expédier 130 unités vers le centre C2 et 30 unités vers le centre C4. À partir du laboratoire L3, elle doit expédier 120 unités vers le centre C1, 95 unités vers le centre C4 et 45 unités vers le centre C5 pour minimiser ses frais de transport. C'est ce que j'ai mis là. À partir du laboratoire L2, l'entreprise doit expédier 130 unités vers le centre C2 et 30 unités vers le centre C4. Et à partir du laboratoire L3, l'entreprise doit expédier 120 unités vers le centre C1, 95 unités vers le centre C4 et 45 unités vers le centre C5. Merci pour votre attention et à très bientôt.